Bien, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, et puis rebonjour à ceux qui étaient là. Nous recevons maintenant Paul André qui va nous parler du sujet de privacy, avec un aspect données synthétiques, sans trop spoiler ta présentation. Donc voilà, je te laisse la place. Tu as donc 20 petites minutes. Je me lève, Ça on marche, a vu. Hein. on a vu. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais pas eu l'info que la conf était en français, donc les slides sont en anglais, mais je vais essayer de parler en français, ça fera un petit mélange des deux. Donc voilà, je m'appelle Paul André, je suis doctorant en informatique au sein de l'équipe Magnet à INRI à Lille, où on s'intéresse à tout un tas de choses, mais notamment aux aspects confidentialité, mais aussi équité, enfin tous les aspects un petit peu d'enjeux de société, je dirais, associés à l'apprentissage machine. Et donc dans cette présentation, je vais vous parler de manière un petit peu générale des risques et des mesures associées pour avoir des garanties de confidentialité dans l'apprentissage machine. Donc un petit peu de contexte de quoi on parle avec l'apprentissage machine ou machine learning. Globalement, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail technique, mais dans l'idée, on a un jeu de données donc je vais noter des rondes train. L'idée, c'est qu'on veut apprendre un modèle statistique, donc il y a un modèle paramétrique, c'est les paramètres de ce modèle qu'on apprend, qui peut être un modèle prédictif, parfois génératif, donc qui en fait sert à faire une certaine tâche qu'on a exprimée pour laquelle on est capable de quantifier une fonction de perte qu'on va vouloir minimiser. Et l'objectif en fait en machine learning et ce qui distingue cette approche, je dirais, de la statistique plus classique, c'est qu'on veut généraliser à de nouvelles données. C'est-à-dire qu'on va parfois utiliser des modèles très simples qui historiquement étaient utilisés juste pour décrire des données, et ici on veut vraiment avoir une capacité de généralisation sur de nouveaux problèmes, enfin, sur de nouvelles données associées à un même problème. Évidemment, quand on parle de confidentialité, en fait, ce qu'on a en tête, en tout cas de manière un peu classique, ensuite il y a quelques frameworks distincts, enfin, c'est de protéger les données d'entraînement. Par exemple, si on fait de l'apprentissage sur les données de clients d'une boîte ou sur les données de patients d'un hôpital, on a envie de s'assurer que l'information qui est dedans n'est pas leakée. D'abord pour des raisons éthiques et juridiques, hein, ne pas disséminer une information au-delà du cadre pour lequel elle a été recueillie et pour lequel la personne a donné son consentement. C'est par exemple ce que cadre le RGPD en Europe. Il peut aussi y avoir des raisons purement business. Vous n'avez pas envie que votre concurrent mette la main sur votre jeu de données qui est un peu votre trésor de guerre et grâce auquel vous avez un avantage concurrentiel. C'est ce qu'on voit notamment avec les LLM où les compagnies ne veulent pas rendre public leurs données parce que sinon elles cessent potentiellement d'être compétitives par rapport à la concurrence. Donc le risque premier, quand on parle, et la première chose à laquelle on pense quand on parle de risque de confidentialité sur les données, c'est simplement le fait que les données soient rendues publiques de manière indue. Et ça, en fait, c'est essentiellement un sujet de cybersécurité et c'est pas du tout l'objet de cette présentation. En fait, cette présentation, elle va plutôt se concentrer sur d'autres risques. Et dans un premier temps, en fait, peut-être quand même pour parler un tout petit peu de ce sujet-là, il y a des solutions techniques qui ont été proposées ces dernières années qui vont permettre de réduire la surface d'attaque associée à ces risques de cybersécurité. Par exemple, qui permettent de réduire le contexte dans lequel la donnée circule depuis l'acteur qui la détient initialement vers les différents acteurs de la chaîne pour apprendre des modèles d'apprentissage statistique. Une première solution qui a été vachement mise en avant par Google depuis à peu près 2016-2017, c'est l'apprentissage fédéré. Dans l'apprentissage fédéré, c'est quand on veut collaborer avec plusieurs personnes sans partager les données initiales. Donc imaginons qu'on est ici, je les ai notés les clients, mais il faut imaginer que c'est par exemple des entreprises ou des institutions qui détiennent des données. Ils veulent collaborer ensemble, mais sans centraliser l'ensemble de leurs données initiales. Et donc pour ce faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un serveur orchestrateur qui va commencer par distribuer un premier modèle statistique dans un état initial, généralement aléatoire. Chaque personne va ensuite, ou chaque institution va faire de l'apprentissage statistique sur ses propres données en local et ne va faire remonter que ce qu'on appelle des updates, en fait, de l'information agrégée résultant de ces calculs. Et ensuite, c'est au serveur d'agréger cette information pour arriver à un modèle final. Je ne rentre pas du tout dans les détails mathématiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces méthodes-là, on est capable de faire de l'apprentissage statistique de manière similaire à ce qu'on aurait eu en centralisant les données, modulo l'ajout potentiellement de coûts de coûts de calcul, mais surtout des coûts de communication. Et l'intérêt du fédéré, c'est donc de ne pas faire circuler la donnée initiale, c'est uniquement des données agrégées qui circulent. Une autre approche qui a un peu le vent en poupe depuis quelques années, c'est la génération de données synthétiques. L'idée, c'est donc de générer des fausses données qui ressemblent ou qui sont très proches des vraies données, qui vont conserver certaines propriétés, et notamment le fait que certaines variables peuvent être associées. Donc l'idée, c'est d'apprendre un modèle génératif et ensuite d'utiliser ce modèle pour générer des données synthétiques. Et c'est ces données synthétiques qu'on va disséminer, alors soit de manière complètement publique, rendre le jeu totalement... C'est par exemple ce qu'ont fait les institutions états-uniennes avec les données de census ou de recensement il y a quelques années. Ça
peut être aussi juste les donner à un tiers qui a pour charge de développer votre modèle de machine learning, sans pour autant lui donner accès à des données sensibles. Donc les applications, elles sont multiples. Il peut s'agir de juste donner des illustrations des données de votre problème. Ça peut être aussi permettre de fine-tuner des modèles de machine learning avant de les appliquer sur les données, voire certains fantasmes sur l'idée qu'en fait les données synthétiques pourraient remplacer les données d'entraînement et on pourrait voir la synthèse comme une forme de méthode d'anonymisation. Pour autant, aucune de ces deux approches ne résout réellement les problèmes de confidentialité. C'est un petit peu ce que je veux mettre à l'accent dans cette présentation. C'est qu'en fait, il y a aussi des attaques qui peuvent utiliser simplement le modèle lui-même pour retrouver de l'information sur les données d'entraînement. Et ça s'applique aussi dans les cadres fédérés et de génération de données synthétiques. En fait, ces frameworks-là, contrairement à ce qui a pu être dit et ce que certains continuent à dire, ne donnent pas de privacy de manière nécessaire. Et donc, il faut creuser un petit peu. Et donc là, ce que je vais simplement essayer de faire avec le temps qui m'est imparti et qui est très court, c'est de vous donner une overview un petit peu de quels sont les types d'attaques, quelles sont les principales méthodes qui existent, dans quelle mesure elles s'appliquent à l'apprentissage fédéré et aux données synthétiques, et comment est-ce qu'on obtient de la protection et des garanties avec un outil qui s'appelle la confidentialité différentielle. Les attaques, en fait, il y en a de plusieurs types. On va essentiellement considérer 3 types d'attaques dans la littérature scientifique. Le membership inference attack. Donc l'idée, c'est simplement, j'ai un point de données que je connais, je veux savoir s'il était ou non dans les données d'entraînement. Et en fait, de manière indirecte, ça peut révéler quelque chose comme par exemple, tiens, je connais mon voisin, est-ce que mon voisin était dans la base de données hospitalière des personnes qui ont été traitées pour cancer? De manière liée, un petit peu étendue, il y a tout ce qu'on va considérer comme l'attribute inference attack. Je connais mon voisin, je veux apprendre des nouvelles choses sur mon voisin que je ne connais pas déjà en utilisant un modèle qui a été entraîné sur des données qui contenaient mon voisin. Et puis troisième chose, des attaques de reconstruction. Donc là, cette fois-ci, on essaye carrément de reconstruire des échantillons de données dont on n'a pas forcément de connaissances préalables à partir du modèle. C'est évidemment les attaques les plus complexes et on va souvent considérer le MIA comme un cadre minimaliste qui permet d'exprimer un petit peu le risque dans le cadre le plus simple. Il y a différents contextes selon le niveau de connaissance dont dispose l'attaquant ou l'attaquante. De manière un petit peu schématique, on va souvent retrouver dans la littérature les notions de white box, black box et no box. Alors ensuite, elles ne sont pas toujours utilisées de manière totalement similaire selon les settings. Mais en gros, la question, c'est est-ce que vous avez accès au modèle lui-même et à ses paramètres? Est-ce que vous avez seulement une connaissance de l'architecture du modèle? Est-ce que le modèle est derrière une API? Et par exemple, c'est le cas sur ChatGPT, vous n'avez pas accès au poids du modèle, mais pour autant, vous pouvez quand même attaquer des choses en y ayant un accès partiel. Et puis, dans le cadre des données synthétiques, on va aussi considérer ce qu'on appelle le no-box. Vous avez uniquement accès aux données synthétiques et pour autant, vous êtes peut-être capable de retrouver des choses sur les données d'entraînement, notamment en mobilisant en fait des ressources auxiliaires. Donc ça peut être le fait d'avoir connaissance d'un jeu de données qui n'est pas le jeu de données d'entraînement, parce que par définition, c'est ça que vous attaquez, mais qui sont censés être proches. Par exemple, je suis un hôpital, je connais mes patients, je veux attaquer les données des patients de l'hôpital d'à côté à partir d'un modèle de données synthétiques qui ont été révélées. Je peux utiliser mes données comme un proxy pour avoir un petit peu de l'information sur la distribution attendue des données. On peut également se poser la question de en fait, quelles sont les personnes qu'on cible. Est-ce que je cible de manière large toutes les données d'entraînement? Est-ce que je cible uniquement certaines personnes que je connais, mon voisin, ma voisine, mon client, mon patient? Et ça, évidemment, c'est des choses qui ensuite peuvent amener à de la modélisation, de la formalisation dans les papiers, dans la littérature scientifique. Il y a aussi une question qui est les ressources dont vous disposez d'un point de vue calculatoire. Est-ce que vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie dans le fait d'attaquer un modèle ou peu d'énergie? Et il y a des familles de modèles qui sont plus consommatrices que d'autres en ressources. Il y a 2 grandes familles de méthodes un petit peu générales pour attaquer des modèles de machine learning. Les premières, c'est les attaques dites de shadow modeling. L'idée, c'est que vous savez comment le modèle que vous attaquez a été entraîné. Vous connaissez son architecture, vous connaissez ses paramètres d'apprentissage et vous avez accès à un jeu de données auxiliaires. Et là, vous allez essentiellement faire du MIA ou du AIA. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos données auxquelles vous avez accès. Vous allez en fait faire des sous-datasets, vous allez entraîner des modèles dessus, ce qui fait qu'en fait vous avez des exemples sur lesquels vous avez des modèles et vous savez exactement la vraie information, le vrai label de est-ce que tel point était dans le set d'entraînement ou pas, est-ce que tel attribut privé, quel est-il? Et donc ensuite vous faites en fait de l'apprentissage machine pour essayer de retrouver l'information privée. Ça c'est typiquement une approche qui est très coûteuse computationnellement mais qui peut donner des bons résultats et qui s'applique à un certain nombre de settings. Et puis on a les attaques par inversion de gradient, c'est des trucs qui sont très spectaculaires mais dont heureusement les applications restent relativement limitées, mais elles existent. Ici, l'idée, c'est que vous avez un accès complet au modèle et à ses paramètres, et en fait, vous allez vraiment, à partir des gradients, qui sont donc les informations calculées dans le cadre de l'apprentissage du modèle, réussir à vraiment reconstruire des exemples. C'est notamment, il y a pas mal de papiers qui utilisent ça sur des images, donc c'est assez bluffant, parce qu'on voit vraiment l'image être reconstruite progressivement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire notamment pendant l'entraînement du modèle, et c'est par exemple quelque chose qui va s'appliquer en fédéré dans un contexte. Donc, en fédéré, qu'est-ce qu'on a comme attaque? Et bien, déjà, en fait, on a l'attaque sur le modèle final, c'est-à-dire que le
fait d'avoir fait du fédéré n'enlève pas le fait qu'au bout, on a un modèle de machine learning et que potentiellement on le rend public. Et donc, en fait, indirectement, il peut quand même leaker de l'information sur les données des différents collaborateurs et collaboratrices, indépendamment du fait que ces données aient circulé. Et puis on peut aussi attaquer de l'information partielle, notamment dans des settings dits honnêtes mais curieux. Donc je collabore avec l'hôpital d'à côté, on fait du fédéré, tout le monde fait bien ce qu'il est censé faire, mais juste je vais inspecter un petit peu ce qui se passe, je vais inspecter les gradients, je vais inspecter ce qui se passe au fur et à mesure de l'entraînement, et je vais pouvoir mobiliser des attaques de la littérature, notamment en reconstruction, pour essayer de s'en tirer. Et ça c'est d'autant plus vrai quand c'est le serveur central qui est un petit peu honnête mais curieux. Alors la cryptographie nous fournit des outils pour modifier un petit peu les protocoles, essayer de sécuriser, d'offrir une visibilité limitée de ce qui se passe en intermédiaire, pour revenir uniquement à la possibilité d'attaquer le modèle final. Après, il y a aussi tout un champ de recherche, mais dont je ne vais pas parler parce que ce n'est pas mon sujet et qu'on n'a vraiment pas le temps, sur qu'est-ce qui se passe s'il y a des acteurs dans cette chaîne fédérée qui en fait sont malveillants et qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, qui vont au-delà de ce contexte honnête mais curieux. Avec les données synthétiques, les attaques, elles peuvent être donc, comme je l'ai dit, soit sur le modèle génératif lui-même, dans l'hypothèse où il est rendu public, ou plus généralement sur les données synthétiques, parce que souvent on ne veut pas rendre le modèle public. Et là, il y a un petit peu des méthodes d'attaque dédiées. Donc il y a des choses avec du shadow modeling, hein, encore une fois, mais il y a aussi des attaques qui proposent de mobiliser des notions de distance entre les données synthétiques et des données de référence pour essayer de trouver des zones dans lesquelles peut-être la densité, enfin les points qui sont générés sont plus concentrés ou moins concentrés, ce qui peut donner de l'information en termes de surapprentissage sur les données d'entraînement. On a aussi des approches qui utilisent donc des fonctions de vraisemblance ou des quasi-fonctions de vraisemblance. Donc sans rentrer encore une fois dans le détail mathématique, dans l'idée, vous êtes capable de dire quelle est en fait la forme de la distribution de mes données synthétiques. Et alors, a fortiori, quand vous avez une notion de la forme de la distribution de données de référence proches des données initiales, vous êtes capable de comparer ça pour à nouveau trouver les endroits où il y a peut-être des décalages, et ces décalages peuvent traduire une forme de surapprentissage. Et donc le fait que par exemple, de manière un petit peu accidentelle, il y avait plus de personnes âgées dans votre jeu de données que dans la population générale, donc une personne âgée a plus de chances d'être vraiment dans les données d'entraînement, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un petit peu des biais par lesquels attaquer. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On peut peut-être se poser la question, quand on est un acteur qui veut faire de l'apprentissage statistique ou qui veut rendre public un modèle ou des données synthétiques, de faire une évaluation des risques associés à la divulgation de ce modèle ou de ces données. Et pour ça, en fait, une première approche, c'est de conduire des attaques, d'utiliser les outils de la littérature contre soi-même et d'avoir une idée de ce qu'un attaquant un petit peu motivé sera capable de faire. Et donc pour ça, il y a des solutions open source, parce que c'est le sujet de cette conférence. Pour n'en citer qu'une seule, il y a la librairie Tapas, qui est une librairie Python qui concentre tout un tas d'attaques sur les données synthétiques, qui est développée par des chercheurs au Royaume-Uni, je crois. Mais il y a évidemment tout un tas d'autres approches, et c'est quand même l'intérêt aussi de faire de la veille sur la littérature scientifique, c'est que de plus en plus on est poussé dans les conférences à rendre public le code qui a permis de mener nos expériences. Si vous voulez faire des expériences sur de l'apprentissage fédéré de manière générale, vous pouvez mobiliser tout un tas de librairies. Là, j'en ai listé quelques-unes. La première, Decklearn, c'est une librairie sur laquelle moi j'ai travaillé pendant 2 ans, qui est une librairie open source développée à INRIA à Lille. Il y a aussi FedBiomed, qui est un autre projet INRIA qui est spécifiquement concentré sur les données de santé et dont on est collaborateur avec Decklearn. Et puis, pour citer les concurrents, il y a Flower, qui est un produit semi-industriel qui permet de faire des choses chouettes aussi. Il y a PFL, qui est une librairie qui a été open sourcée par Apple l'an dernier. Bref, il y a tout un tas de librairies qui s'adaptent plus ou moins à des cas d'usage et donc qui peuvent être plus ou moins pratiques à utiliser en général. Pour de la recherche, utilisez Decklearn, c'est super. Et en plus, on est peu, donc on est disponible pour répondre à vos questions. En termes de limites, le fait de faire des attaques sur vos données, en fait, ça ne vous donne pas une vraie notion d'à quel point vos données sont sécurisées. Plus précisément, ça vous donne ce qu'on va appeler une lower bound ou une borne inférieure. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas réussi... si votre attaque, elle marche très bien, vous savez qu'il y a un risque avec vos données. Si votre attaque, elle marche pas ou pas très bien, vous avez je dirais une forme de doute raisonnable. Vous pouvez vous dire, a priori, c'est safe, mais en fait, vous n'avez pas de garantie formelle. C'est-à-dire que c'est safe jusqu'à ce que quelqu'un trouve une meilleure attaque que vous. Et ça, c'est un peu la limite des attaques de privacy, c'est qu'elles peuvent parfois donner un faux sentiment de sécurité. Et en particulier, et là, il y a quelques articles dans la littérature scientifique qui sont sortis ces dernières années, qui pointaient le fait que parfois, certaines méthodes allaient optimiser une certaine métrique de confidentialité. Par exemple, le fait de ne pas surpeupler certaines zones de densité de la distribution, mais en fait c'est pas très bien fondé, parce que finalement si vous faites exprès d'éviter certaines zones, si je sais que vous avez fait ça, si je constate que la zone elle est vide, ça me donne autant d'informations que dans un autre cadre si je constatais que la zone elle était pleine. Et donc c'est important de bien se fonder, c'est un peu la limite de ces attaques là qui peuvent parfois donner un faux sentiment de sécurité.
Et alors qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Eh bien, on mobilise la confidentialité différentielle ou d'autres. Il y a évidemment, c'est pas le seul framework, mais c'est quand même le framework hégémonique depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est que la confidentialité différentielle? Alors elle se base sur une première notion qui est la notion de dataset adjacent. Deux datasets sont dits adjacents si vous avez en fait une différence entre les deux qui est juste d'une personne ou d'un sample. Donc par exemple, je prends la base de données de mon hôpital, j'ajoute ou je retire un patient, j'ai deux datasets adjacents. Et la confidentialité différentielle, c'est une propriété d'un algorithme. On dit qu'un algorithme, il est epsilon delta dp. Si, je vous promets, c'est la seule équation de cette présentation. On dit qu'un algorithme est epsilon delta dp si et seulement si, pour toute paire de datasets adjacents, j'ai la garantie que, quel que soit l'espace de sortie de mon algorithme que je regarde, donc quels que soient les états de sortie que je regarde, eh bien en fait, ce que dit cette équation-là, c'est que avec grande probabilité, le fait d'ajouter ou de retirer un échantillon dans mon dataset ne va pas beaucoup changer la sortie de mon algorithme. Et ça le formalise avec voilà, un epsilon et des choses dégoûtantes. Donc là, c'est le moment où je suis en train de manger sur votre temps de questions. Donc si vous avez des questions, faites-moi signe et comme ça, j'accélère. Quelques notions essentielles en confidentialité différentielle, c'est qu'on a une notion de composabilité. Si on a des fonctions simples qui donnent des garanties de DP, on est capable de les combiner et d'avoir toujours des garanties de DP. C'est pour ça que c'est en fait un framework qui est beaucoup utilisé d'un point de vue formel, parce qu'il a des propriétés pratiques pour être utilisé. Par ailleurs, on a ce théorème de post-processing qui est super important, qui dit que si vous faites un premier algorithme qui vous donne des garanties de confidentialité différentielle, si ensuite vous faites d'autres traitements qui ne reviennent pas aux données initiales, alors vous conservez la confidentialité différentielle. Pour l'illustrer de manière simple, je génère des données synthétiques avec des garanties de confidentialité différentielle. Et bien en fait, quelle que soit la quantité de données que je vais générer à partir du modèle que j'ai appris, je vais garder les mêmes garanties. Et si je fais des statistiques ensuite sur ces données synthétiques, eh ben je garde les mêmes garanties. Je n'ai pas de dégradation par le fait d'utiliser. Tant que je ne reviens pas à la donnée initiale, évidemment. On a une notion que je passe rapidement, je vous avais menti, en fait il y a une deuxième équation, qui est la notion de sensibilité, qui est juste, en fait pour pouvoir avoir des garanties de DP, on a besoin d'estimer pour un certain algorithme, une certaine fonction initiale, à quel point elle est sensible, à quel point est-ce qu'un point peut avoir une influence forte sur sa sortie. Et en fait on a des mécanismes que je ne vais pas détailler, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que on a des mécanismes plus ou moins compliqués. Les mécanismes essentiels, ils reposent sur le fait d'ajouter du bruit dans votre truc. Par exemple, vous faites un calcul de moyenne sur des données, vous savez que chaque point peut contribuer à une certaine hauteur, vous ajoutez un bruit qui est calibré selon la contribution maximale d'une personne, et donc le résultat final de votre algorithme, il est un peu dégradé par rapport à ce que vous auriez eu sans faire de DP. Par contre, il vous donne la garantie que finalement, à 2-3 points près, vous auriez eu le même résultat, donc il vous donne une forme de, en anglais on dit plausible deniability, vous avez une capacité de déni sur est-ce que tel point était ou non dans les données. Donc ça vous donne des garanties de confidentialité. Je passe rapidement, mais il y a des algorithmes qui nous permettent de faire de l'apprentissage machine avec des garanties de confidentialité. C'est pas parfait, ça a des coûts de calcul, ça entraîne aussi une dégradation de l'utilité qui n'est pas toujours maîtrisée, ce qui fait que c'est pas forcément pratique de les appliquer en vie réelle. En fédéré, on peut appliquer ces méthodes, on peut aussi se poser des questions, et ça, voilà, j'ai pas du tout le temps de creuser sur comment utiliser les traits spécifiques du fédéré pour permettre d'ajouter de manière un petit peu intelligente du bruit bien calibré pour justement bien s'en tirer dans cet arbitrage entre dégradation de l'utilité et garantie de confidentialité. Dans la génération de données synthétiques, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment le modèle génératif qu'on va apprendre avec des garanties de DP. Et pour ça, il y a tout un tas de classes de modèles qui existent. Et fort heureusement, aujourd'hui, dans la littérature scientifique, et y compris dans les applications, je dirais, industrielles, il y a quand même beaucoup de modèles qui ont des garanties. Évidemment, ils ont des garanties à condition d'avoir un epsilon faible, puisque si vous mettez un epsilon très très grand, vous avez formellement une garantie, mais une garantie qui ne donne pas grand-chose et qui en fait ne donne que l'illusion ou l'apparence de la confidentialité. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que l'ADP, c'est vraiment une propriété de l'algorithme, pas juste, par exemple, des données synthétiques de sortie ou du modèle de sortie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse quand même, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux attaques de privacy quand on a de l'ADP? Eh bien, pour quand même pouvoir regarder dans quelle mesure il y a... pour pouvoir prouver que des fois il y a des vrais problèmes de confidentialité quand on n'utilise pas l'ADP ou quand on a un epsilon trop grand, pour détecter des fois des problèmes avec des algorithmes de DP. Il peut y avoir une erreur dans les maths, il peut aussi y avoir un problème dans l'implémentation. Donc si on a en fait, si on arrive à faire une attaque qui est meilleure que ce que la théorie nous donne, c'est que quelque part quelque chose s'est pas bien passé. Ça peut aussi donner des métriques qui sont plus facilement interprétables pour des humains et pour des décideurs et pour des institutions comme la CNIL ou ses équivalents que l'ADP, parce qu'en fait dire j'ai un epsilon qui vaut 12 ou qui vaut 100, ça dit pas grand chose tant qu'on ne rentre pas de manière très concrète dans le sujet. Et puis parce que des fois les garanties formelles de DP elles sont pas très resserrées. Autrement dit, vous savez que l'ADP elle vous dit au pire le risque il est là,
Et en fait, le risque, peut-être qu'il est bien moindre que ça. Et donc, en quelque sorte, la garantie formelle, vous pouvez l'avoir comme une borne supérieure. Comme je le disais précédemment, quand vous faites une attaque, vous avez une borne inférieure et donc vous savez que votre vrai risque il se situe entre les deux. Et plus l'écart entre les deux est resserré, plus vous êtes confiant dans le fait que ça ne va pas bouger et que vous savez en fait, que vous avez atteint le meilleur trade-off possible. Quelques ressources open source, il y a des frameworks pour la confidentialité différentielle de manière générale, pour faire de l'apprentissage fédéré, notamment avec de l'ADP, encore une fois, avec Learn et FedBiomed, développé par INRIA. Il y a aussi des frameworks de génération de données synthétiques avec de l'ADP. Ici, je cite que Reprocine et SynCity, qui sont des librairies développées par des chercheurs et des chercheuses, mais il y en a d'autres. Et voilà, donc en conclusion, les modèles de machine learning peuvent liquer de l'information sur leurs données d'apprentissage. Ça s'applique aussi quand c'est des données qui ont été générées par des modèles, donc les données générées par des LLM, des données synthétiques, etc. C'est possible d'avoir des méthodes qui donnent des garanties de confidentialité, mais c'est pas magique et ça a un coût. Les garanties formelles sont préférables aux garanties empiriques dans le sens où elles donnent vraiment une fiabilité sur le long terme. Pour autant, les attaques peuvent être informatives et vous donner une information qui est complémentaire. Un tout petit peu de pub, regardez Learn et FedBiomed, je le répète une troisième fois. Et puis, moi, je vais être co-organisateur d'une compétition qui s'appelle Snake. Il y a une première édition l'an dernier, il y en a une seconde qui arrive au printemps qui s'appelle Snake 2, donc vous trouvez sur Codabench, qui est une compétition spécifiquement d'attaque sur des modèles qui génèrent des données synthétiques. Et cette année, ce sera sur des données longitudinales, des données de séries temporelles. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci. Comme il n'y a pas ça ne s'enchaîne pas tout de suite, on a un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions tout de suite, car tu n'as pas de stand. Donc c'est maintenant ou jamais. Ouais. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation rapide mais très riche. J'ai une question, c'est est-ce que finalement on a des modèles de langage genre Llama 2 qui est exposé, on n'a pas les données d'entraînement, est-ce qu'on peut utiliser ça ou est-ce que ça a déjà été utilisé pour retrouver les sources genre presse ou autres et qui finalement servir dans des procès pour dire bah tiens, on peut prouver que vous avez extrait ce type de données et est-ce que tous les outils que tu évoques ont permis typiquement à avoir des attaques juridiques finalement? C'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas du tout expert du sujet, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le détail, mais pour répondre succinctement, oui. Notamment, il y a eu des enquêtes. Moi, j'ai eu vent de ça par des articles de presse généralistes, pas du tout de presse scientifique. Mais oui, effectivement, on est capable de prouver que, avec grande probabilité, certains corpus ont été utilisés. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils mobilisent ces frameworks d'attaque-là, mais oui, c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. Merci. Oui. Hop. Est-ce que anonymiser les données avant l'entraînement, ça peut impacter en fait la qualité d'entraînement de données et comme ça en fait on n'a plus de problème de privacy? Ouais, ça c'est une très bonne question. Effectivement, moi je me suis concentré sur l'ADP au niveau de l'apprentissage des modèles eux-mêmes, mais il y a effectivement une autre approche qui consiste en fait à anonymiser la donnée en amont. Il faut savoir que l'anonymat c'est très compliqué à obtenir en pratique. En fait, ce qu'on va souvent avoir, c'est une diminution du risque, c'est une pseudonymisation. On va retirer les informations qui ne sont pas nécessaires, on va brouiller certaines informations. Pour autant, l'anonymisation, pour être obtenue d'un point de vue juridique, de mémoire, il faut remplir 3 critères qui sont l'impossibilité d'individualiser un point. Ça c'est très très dur quand on a des données en grande dimension, le fait de ne pas pouvoir faire d'association entre les données de votre base de données et une base de données extérieure, ça c'est parfois possible à faire, mais en fait difficile à prouver. Et puis il y a un troisième critère qui là m'échappe, mais en fait ces critères-là sont difficiles à remplir, sont difficiles à prouver. Il y a certains frameworks d'attaque qui tentent justement à essayer d'évaluer si vos données les respectent ou pas, mais ces frameworks sont toujours un peu imparfaits. Donc oui, en théorie, c'est tout à fait possible d'avoir recours à une anonymisation ex ante. De toute façon, le RGPD vous incite à faire de la minimisation, c'est-à-dire à retirer tout ce que vous pouvez retirer, mais parfois vous ne pouvez pas tout retirer. Et alors il y a des frameworks pour essayer de produire des données qui sont déjà en fait qui garantissent des procédés qui sont en fait d'épée. Finalement, ça revient un petit peu à ce que je disais sur les données synthétiques, c'est-à-dire faire un premier traitement de données qui aboutit sur des données qui sont proches des données initiales mais un petit peu distinctes. C'est une approche. Dans tous les cas, il y a une dégradation d'utilité et ensuite c'est toujours au cas par cas pour quantifier cette dégradation et rentrer dans un arbitrage entre la dégradation de l'utilité et la confidentialité. De même, quand on veut rendre des données initiales, il faut communiquer avec la CNIL ou le législateur local sur est-ce que cet arbitrage il semble pertinent ou non au vu des finalités, au vu de l'intérêt pour le public ou pour les personnes dont vous exploitez les données. Merci. Je propose qu'on continue après. Oui, je vais être un petit peu là sur le salon, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, voilà, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions a posteriori. Eh bien, merci encore pour cette présentation. Merci beaucoup.